Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici en direct depuis la homepage du Figaro.fr, mais également sur le Facebook Live de Figaro Immobilier pour cette 26e édition des Clés de l'Immo. Les Clés de l'Immobilier, c'est le rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi ici de 13h à 13h30, vous rendre service, vous qui avez un projet d'acheter, de vendre une maison, un appartement, vous avez un projet d'investir, de faire construire, eh bien on est là, ici chaque semaine avec un expert en plateau pour répondre à vos questions. Elles sont de plus en plus nombreuses, d'ailleurs on vous en parlera, on ne pourra pas répondre à tout le monde, on va peut-être mettre en place un forum très bientôt. En attendant aujourd'hui, eh bien, après l'investissement dans le neuf, après les taux de crédit, aujourd'hui on va parler eh bien, des fondamentaux, c'est l'achat et la vente d'un bien immobilier avec un notaire, une experte notaire, c'est Maître Barbara Thomas-David. Bonjour. Bonjour. Bonjour Barbara, alors on se connaît, vous êtes déjà venue à plusieurs reprises, 2 fois, Barbara est venue à 2 reprises. Alors Barbara, vous connaissez en fait, répondre aux questions, c'est notre credo ici, le plus clairement possible. On va essayer. De façon pratique, on est là jusqu'à 13h30, beaucoup de questions autour des travaux, de la copropriété, des SCI, beaucoup de questions aussi autour de la donation, de certaines villes aussi où investir. On va voir ça dans le détail. Prêt? On peut démarrer? On est prêt. Allez, on démarre avec la première question. Alors, c'est une question de Sandrine. Sandrine nous dit « Mon conjoint et moi habitons ensemble. » Tant mieux, très bien. « Nous avons un enfant, nous allons faire construire, mais il n'y a que lui qui emprunte car je suis en CDD. Tout sera à son nom. Y aura-t-il un moyen par la suite que mon nom apparaisse sur les documents de la maison ?» Alors, si je comprends bien, l'emprunt va être fait au nom de monsieur, mais a priori, l'acquisition aussi. Or, on peut distinguer les deux choses. C'est pas parce que monsieur emprunte seul, parce que madame est actuellement en CDD, que on a l'obligation de calquer l'emprunt sur l'acte d'acquisition. Il est tout à fait possible d'acheter à deux si ensuite, finalement, les pourcentages de remboursement du crédit sont communs. Parce que à partir du moment où vous vous dites, eh bien, je vais acheter au nom propre de monsieur, parce que le financement est au nom propre de monsieur, c'est à mon avis un mauvais raisonnement, puisque ensuite vous allez être coincé au niveau de votre acte d'acquisition. Je ne dis pas que c'est gravé dans le marbre, ça, mais c'est une presque. question qui revient souvent. Barbara, beaucoup s'inquiètent d'ailleurs voilà, que leur nom soit associé en tout cas à la maison plus tard. Ça, c'est une question récurrente. En fait, la problématique, c'est qu'on ne peut pas, par un coup de baguette magique, changer les titulaires du droit de propriété. C'est-à-dire que si monsieur est propriétaire seul, pour que madame devienne propriétaire du bien, il va falloir soit que monsieur lui vende une quote-part du bien, soit qu'il lui fasse donation d'une quote-part du bien. Donc vous voyez, c'est un acte notarié et ça va coûter des sous en termes de fiscalité, de donation ou de vente. Donc je dirais que le plus important, c'est certainement pour Sandrine, finalement peut-être d'acheter en commun, en indivision, avec son conjoint, quitte à rééquilibrer ensuite les pourcentages de remboursement pour calquer les pourcentages de remboursement au pourcentage d'acquisition. Donc le conseil, votre conseil, en tout cas Barbara, c'est surtout l'indivision. C'est ça, c'est plutôt au départ, il vaut mieux quand même. Bien sûr. Très bien, question suivante. Alors c'est Louis. Louis nous dit, avant la signature du compromis de vente, faut-il justifier les fonds et leur provenance? Alors là, on se pose la question autour de la solidité financière, très important là aussi. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que l'indemnité d'immobilisation que Louis va devoir verser, elle doit provenir de son compte. C'est-à-dire que le notaire n'acceptera l'indemnité d'immobilisation que si elle provient des fonds personnels de Louis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en termes de solvabilité. Bien évidemment, il faut que le vendeur interroge qui t'a demandé des feuilles de salaire, qui t'a demandé les revenus de son futur acquéreur, pour voir si l'opération ira au bout ou pas. Mais jusqu'où peut-on aller dans ce cadre-là? Parce que c'est vrai que c'est difficile, on ne peut pas passer un interrogatoire complet. Est-ce qu'il y a une différence entre, dans ce cas-là, de l'avoir les fonds dans le cadre de la revente d'un logement
ou d'avoir directement l'argent via un prêt bancaire? Est-ce qu'il y a des différences là-dessus? C'est-à-dire que, en fait, tout ça est parfaitement conventionnel. Je dirais qu'il y a beaucoup de feeling avec votre futur acquéreur. Il faut la transparence la plus totale. Hein, tout à fait. Vous pouvez également vous adjoindre les conseils de votre notaire, qui peut prendre attache avec le notaire de l'acquéreur pour voir s'il connaît son client, si il a, je dirais, la solidité financière, si effectivement c'est un achat pour revendre, s'il y a un prêt, dans quelles conditions, etc. Et puis ensuite, choisir l'acquéreur qui vous paraît le plus solvable. Très bien. Question suivante. Hervé. Nous souhaiterions acheter avec le dispositif Pinel un T2, donc un 2 pièces à Nantes. On nous déconseille d'investir dans le neuf. Y a-t-il vraiment des désavantages par rapport à l'ancien en matière de frais ou de rentabilité même? Alors, c'est vraiment, je dirais, des techniques qui sont très différentes l'une de l'autre. Hein. Lorsque vous achetez dans le neuf, en termes financiers, c'est vrai que vous allez avoir des frais de notaire réduits, mais par rapport à ça, on sait que le neuf, quand vous rentrez dans les lieux, coûte plus cher que l'ancien. Vous rentrez dans les lieux, c'est un peu comme une voiture, et dès que vous êtes dedans, eh bien, il y a une petite décote. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, purement financier de l'acquisition. Ensuite, vous avez les revenus locatifs qu'il faut véritablement comparer, puisque lorsque vous êtes en Pinel, vous êtes extrêmement encadré, vous devez être dans un secteur tendu, il y a des conditions d'encadrement des loyers, des conditions de ressources du futur locataire, tout ça doit être étudié et j'incite vraiment Hervé à aller sur le site d'ImpôtsGouv parce que vous avez un simulateur de ce qu'il va pouvoir déduire en termes de revenus, puisque l'intérêt du Pinel, c'est que vous allez pouvoir amortir votre bien sur 6 ans, sur 9 ans, en fonction du délai dans lequel vous souhaitez louer le bien. Et vous devez, à mon sens, comparer ce que va vous, finalement, le bénéfice de cette location par rapport à une location nue. Hein. Et c'est véritablement en comparant les deux dispositifs, en comparant les frais de notaire qui ne sont pas les mêmes. D'un côté, vous avez des frais d'acte à 2%. Oui, on est à 2-3% dans le neuf, on est plutôt à 8-9% dans l'ancien déjà au départ. Donc tout ça doit être comparé, mais dans l'ancien, si vous faites de la location meublée, vous allez pouvoir amortir le bien, vous allez pouvoir amortir les frais d'acte également. Donc vraiment, c'est un calcul complexe que vous devez faire pour voir ce qui finalement vous correspond le mieux. Et là encore, votre notaire ou votre expert comptable est là pour faire ces simulations avec vous au mieux de vos intérêts civils et fiscaux. Oui, tout à fait. Barbara a entièrement raison. Ben alors, pour acheter dans le neuf, on sait que là-dessus, c'est très différent. Il faut vraiment se projeter. Il faut faire attention à une chose. Là, c'est politique. Il va y avoir les municipales en 2020. On nous indique, beaucoup de promoteurs immobiliers nous indiquent que malheureusement, des programmes dans le neuf risquent d'être arrêtés parce que des maires de ville ne veulent pas de chantier, ils ne veulent pas de grue pendant la période des élections municipales. Donc, il y a comme ça beaucoup de programmes qui sont un petit peu menacés. Alors bon, je ne veux pas vous faire paniquer, cher Hervé, mais bon, c'est une éventualité. En tout cas, acheter dans le neuf, oui, le Pinel, c'est intéressant. Alors, on met en location pendant 6 ans, pendant 9 ans, pendant 12 ans, et en contrepartie, donc une réduction d'impôt sur le prix du bien dans une limite de 300 000 euros, de 12, 18 ou 21%. Voilà, c'est un calcul à faire, évidemment, par rapport à l'ancien, mais c'est intéressant, en tout cas, à suivre. Question suivante, question de Robert. Quelles sont exactement toutes les pièces à fournir au notaire, c'est pour vous, lors de la vente d'une maison? C'est mon cas actuellement. Que dois-je préparer dès à présent pour ne pas être au dépourvu au dernier moment et qui risquerait de retarder la vente? Alors, les pièces indispensables. Bien, il a raison, Robert, parce que ces pièces indispensables sont de plus en plus nombreuses au fil du temps. Aujourd'hui... Toujours même depuis, parce qu'au moment de la loi Allure, il y avait beaucoup de choses. Oui. Ça continue, il n'y a pas eu une réduction? Alors oui, il y a une réduction, mais surtout en termes de copropriété. En termes de vente, fort heureusement, de maisons, le nombre de pièces est un petit peu moins conséquent, mais conséquente quand même. Donc Robert, évidemment, il va falloir qu'il récupère son titre de propriété, ça c'est une évidence, il peut le demander à son notaire s'il l'a égaré. Il faut également qu'il se munisse de son permis de construire et certificat de conformité si la construction est relativement récente, de la dommage ouvrage s'il est dans les 10 ans de l'achèvement de sa maison. Et puis de toute façon, que ce soit une maison neuve ou ancienne, il va falloir qu'il fasse faire un ensemble de diagnostics techniques immobiliers dont la liste
c'est assez long. Ouais, il y en a une quinzaine, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire parce que sinon il ne peut pas s'exonérer de sa garantie des vices. Donc il a tout intérêt à obtenir ces diagnostics, mais de toute façon ils sont obligatoires pour signer non pas la vente définitive, c'est une question qui se pose souvent, mais ils sont obligatoires dès la promesse de vente. Donc, et du côté de l'acheteur ? Du côté de l'acheteur, eh bien, il n'a pas d'obligation particulière, sauf à évidemment accepter les conditions du contrat et accepter ce qu'il va y avoir dans les diagnostics, parce qu'il se peut que ces diagnostics, par exemple un diagnostic électrique, ne pas être conforme, et il n'a pas l'obligation néanmoins d'acheter dans ces conditions. Oui, mais il doit justifier son identité, situation familiale, enfin ça, oui. Bien sûr, mais ça pour vous, c'est une évidence, classique. Barbara, mais il faut évidemment le rappeler. Question d'Henri. Comment peut-on pérenniser un bien dans la famille en le transmettant à tous ses petits-enfants ? Merci. Alors, donc, ce que souhaite Henri, eh bien, c'est faire ce qu'on appelle un saut de génération, c'est-à-dire qu'il se dit certainement, eh bien, je vais transmettre immédiatement à mes petits-enfants et pas à mes enfants, pas passer par la case enfant, pour pérenniser le bien dans la famille. Je dirais qu'il y a quand même un écueil, c'est que vous savez qu'en droit français, on ne peut pas déshériter ses enfants. Oui. Et qui a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Par exemple, si Henri a 2 enfants, la réserve héréditaire est d'1 tiers par enfant, de sorte qu'il ne pourra donner à ses petits-enfants que le tiers restant. Donc, il y a néanmoins des possibilités de donner à ses enfants, puis à ses petits-enfants, c'est ce qu'on appelle les donations graduelles. C'est ce qui permet le mieux de pérenniser le bien dans la famille. Je donne à mes enfants, à charge pour mes enfants de conserver les biens, et ensuite de les transmettre à leur propre décès à mes petits-enfants. Je pense que dans un cas comme celui-là, il faut qu'il y ait une discussion familiale entre les enfants, les petits-enfants, et ensuite le notaire a les outils juridiques, la boîte à outils juridiques, pour mettre en musique ce que souhaite cette famille pour pérenniser les biens. Bon, c'est bien, mais là, ce que souhaite Henri, c'est peut-être ne pas payer au fisc, mais ne pas faire de jaloux parmi les petits-enfants. Est-ce qu'il y a des limites au niveau de l'argent ou pas, 80 000 euros, 85 000 euros, pas de limite dans ce cadre-là? Lorsque vous faites une donation à vos petits-enfants, vous avez un taux de fiscalité qui est à 20%, comme avec les enfants, mais vous n'avez d'un abattement que de 31 000 euros, puisque l'abattement de 100 000 euros est prévu uniquement pour les enfants. Il faut effectivement qu'il y ait des donations transgénérationnelles qui permettent aux enfants de refuser les biens pour ensuite faire un véritable saut de génération. Et avant 80 ans, là aussi, des possibilités ou pas? Non, il n'y a pas des choses différentes dans le domaine, oui, sur l'abattement, dans le domaine. Voilà, mais ça évidemment, c'est pas pérenne dans le temps. Très bien. Question de Sylvain. Nous venons de réserver un appartement neuf à Honfleur, fin février. On nous indiquait une livraison pour décembre 2019, je sens venir la question, et à la mi-mars, la livraison a été fixée pour septembre 2020. Y a-t-il des recours? Et quand doit-on signer chez le notaire avec ce décalage insupportable de 9 mois? Eh oui, il y a un décalage qui est très important. Alors, vous savez, puisque la question est récurrente, et on peut le redire à Sylvain, que si jamais le promoteur argue de cause de force majeure, c'est-à-dire des intempéries ou des grèves, eh bien là, la cause de force majeure fait que Sylvain ne peut pas se retourner contre le promoteur. Mais 9 mois de cause de force majeure, c'est beaucoup. Hein. Oui. C'est beaucoup. Donc, moi, mon conseil, c'est que Sylvain détermine très exactement le préjudice subi qui cause ce retard. Et conventionnellement, d'aller voir le promoteur, chiffre à l'appui, en disant, voilà, le fait que la livraison est en retard de 9 mois me cause un préjudice pécunier de temps. Donc il faut se constituer un dossier, faire appel à un huissier, constater sur place, ou qu'est-ce que vous conseillez dans le domaine? Dans un premier temps, ce qui est intéressant dans le cas de Sylvain, c'est qu'il n'a pas encore signé la vente. Donc l'idée, c'est qu'avant de signer la vente, il aille voir le promoteur en lui disant, voilà, comment pouvons-nous trouver un accord à l'amiable? Bien évidemment, si accord il ne peut pas y avoir, puisque le promoteur ne souhaite pas d'accord, là effectivement, il faut prendre un huissier, constater, se constituer un dossier pour ensuite aller plaider devant un tribunal, eh bien, pour demander des dommages et intérêts qui devront être sur preuve, évidemment. Donc, l'aspect amiable, surtout lorsque la vente définitive n'a pas été signée, est à quand même à faire valoir.
Très bien. Question de Sophie. Alors, nous souhaitons acheter un appartement pour loger notre fille étudiante et puis le louer d'ici 3 ans. Nous sommes mariés avec un contrat de mariage sur le régime de la séparation de biens. Devons-nous prendre des précautions avant la signature? Alors, cette personne, donc Sophie, est mariée sous un régime de séparation de biens. C'est vrai qu'on a coutume de dire que c'est un régime de liberté par rapport à la communauté, puisque quand vous êtes en communauté, vous achetez votre bien en commun. Monsieur plus madame. Quand vous êtes en séparation de biens, vous avez une question supplémentaire que vous pouvez vous poser et de savoir dans quelle proportion Sophie va acheter avec son mari. Dans quelle proportion? Généralement, on calque les proportions d'acquisition sur les capacités financières du couple, de monsieur d'un côté et de madame de l'autre. La question à se poser donc est de savoir dans quelle proportion vais-je acheter avec mon époux ce bien qui est un bien destiné à notre fille dans un premier temps, puis dans un second temps à la location. Puis la deuxième question à se poser aussi, c'est est-ce que je ne vais pas l'acheter aussi avec ma fille? Est-ce que je ne vais pas le faire rentrer dans le patrimoine de ma fille, petit à petit, pourquoi pas, en lui donnant en nue propriété ou en indivision. Donc ça, c'est votre conseil, Barbara, c'est d'aller plus loin, la nue propriété ou l'indivision là-dessus. Très bien. Catherine, j'ai 74 ans et je n'ai jamais fait de donation. Je veux acheter une maison en incluant une donation de 100 000 € pour chacun de mes 2 enfants. Je sais que la donation reste soumise à des droits de succession pendant 15 ans. Quels seraient donc les avantages ou inconvénients pour mes enfants? On peut répondre à Catherine qu'il n'y a quasiment que des avantages pour les enfants. Très bien, alors Catherine, avec des avantages. Très bien. Alors pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir donner 100 000 € francs de droit. Elle pourra recommencer, puisqu'elle est encore assez jeune, dans 15 ans. Également francs de droit. Et donc, on va pouvoir, dans un cas comme celui-là, faire ce qu'on appelle un démembrement de propriété. On va pouvoir donner 100 000 € et ces 100 000 vont servir à acheter la nue propriété. Ça, c'est la seule possibilité? Il y en a d'autres. Mais celle-là, c'est la plus intéressante fiscalement, puisque fiscalement, les enfants vont acheter en nue propriété et Catherine va acheter en usufruit. Et puis civilement, ça va être intéressant pour Catherine, puisque gardant l'usufruit, elle garde la jouissance du bien et elle peut louer le bien et percevoir les loyers. Donc, il y a la propriété, enfin, pas propriétaire des murs, en tout cas pour la partie démembrement. Mais c'est intéressant, ça se développe de plus en plus dans le neuf. On a aussi beaucoup de questions autour de ça, du démembrement dans le neuf. Question de Nadine. Alors, est-ce qu'une copropriété peut décider d'une transformation d'une partie commune qui nuirait considérablement à la valeur immobilière et à la jouissance d'un appartement qui fait partie de cette copropriété? La vue de mon rez-de-jardin qui a compté dans mon achat sera totalement transformée. Quel est le recours possible? Pas contente. Oui. En fait, ce qu'on peut dire à Nadine, c'est qu'il y a 2 temps. Le premier temps, c'est que si ça n'a pas encore été voté en Assemblée générale, comme c'est des travaux qui sont relativement conséquents, c'est des travaux qui vont être certainement votés à la majorité absolue de l'article 25. Donc déjà, elle peut convaincre les autres copropriétaires de ne pas voter cette résolution, puisque évidemment, elle lui nierait. Donc si c'est pas voté, on prend son temps, c'est encore jouable entre guillemets. C'est encore jouable. Alors, le deuxième cas qui est plus difficile, alors. Ça y est, c'est voté. Il y a un recours, puisqu'on va lui envoyer l'Assemblée générale et elle a un délai pour se retourner contre l'Assemblée générale. Elle peut saisir un avocat et demander effectivement réparation du préjudice subi ou carrément le fait que les travaux ne soient pas exécutés. Et donc le juge là, a un pouvoir souverain, c'est-à-dire qu'il va mettre dans la balance d'un côté le préjudice subi par Nadine et d'un autre côté l'intérêt pour la copropriété de ces travaux. Alors là, dans la question de Nadine, on ne sait pas quels sont ces travaux. Si c'est des travaux qui véritablement ont un bénéfice pour la copropriété, pour l'ensemble des copropriétaires, contre un préjudice minime pour elle, malheureusement, la balance n'ira pas dans son sens. Mais si finalement... Si c'est la vue, simplement la vue par rapport à son rez-de-jardin, la vue qui est transformée indirectement. Là, carrément, elle subit un véritable préjudice. Oui, parce qu'elle avait dû l'acheter au départ pour ça, et donc c'est transformé. Donc on peut prouver le préjudice. Oui. On peut prouver le préjudice, par exemple, par la décote que va avoir son appartement, et puis par le préjudice, parce que l'appartement sera plus sombre, etc., etc. Et ce préjudice sera chiffré par expert, et le tribunal pourra
prononcer une indemnité à payer par l'ensemble de la copropriété. Une indemnité, Barbara, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à annuler l'acquisition? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou c'est trop tard? Oui. Oui. Parce que si Nadine a acheté il y a peu de temps... Ah non, son acquisition à elle, oui, son non. acquisition. Non, voilà. son acquisition à elle, terminé. non. Mais bon. par contre, la décision de l'Assemblée générale peut être annulée si les travaux n'ont pas commencé. Très bien de le préciser, effectivement. Alors, question suivante, c'est Norbert qui nous dit « Y a-t-il un intérêt à placer son patrimoine immobilier en SCI avec son enfant ?» Société civile immobilière. Alors, la question de Norbert, c'est une question de transmission patrimoniale. En fait, sa question sous-jacente, c'est de savoir est-ce que je donne à mes enfants une partie de mon patrimoine immobilier ou est-ce que je crée une SCI et ensuite je donne des parts de SCI à mes enfants. Je dirais que tout l'intérêt de la SCI, c'est la dissociation de l'avoir et du pouvoir. Lorsque vous donnez directement, vous abandonnez la possibilité de pouvoir vendre le bien puisque vous vous dépossédez irrévocablement. En revanche, lorsque vous faites une SCI, vous pouvez être nommé gérant de la SCI et continuer à avoir le pouvoir. C'est-à-dire que vous allez donner à vos enfants, mais en même temps, c'est vous qui conserverez la possibilité de vendre ou pas le bien, de louer ou pas. En fait, vous gardez le pouvoir tout en transmettant à vos enfants votre patrimoine comme vous le souhaitez. Très bien. Et donc, un immense merci de Norbert à Barbara. On l'a vu, un grand merci déjà de Norbert à Barbara. Question de Sybille. En tant que notaire, que conseillez-vous en matière d'investissement à Paris? Une location meublée ou une location nue? Quels sont les meilleurs rendements? J'envisage de louer un petit appartement de 2 pièces rue du Commerce dans le 15e arrondissement. J'en serai propriétaire cet été, mais pour l'instant, je vis à Reims. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sybille? Alors, déjà, le 15e, on peut dire, on est... Bon, 15e arrondissement, on est autour de 9 500 € par mètre carré en moyenne. On est des appartements, les arrondissements parisiens à 10 000 € du mètre carré. Voilà, le 15e un tout petit peu moins, à 9 500, mais bon, quand même important. Même important. Alors, en fait, il y a deux questions dans la question de Sybille. Moi, je dirais que la première chose qu'il faut qu'elle regarde, Sybille, puisqu'elle n'habite pas à Paris, c'est il faut qu'elle se projette. Puisque acheter et louer nu, ça a des contraintes civiles bien plus importantes que acheter et louer en meublé. Parce que lorsque vous achetez et louez nu, eh bien, vous êtes tenu par la loi de 89. Donc, c'est vraiment un carcan important. Donc, si Sybille a envie de récupérer à terme le bien pour en faire un pied-à-terre à Paris, eh bien, ça va être compliqué. Donc, oui, parce que là, on est sur des baux, on peut le dire, c'est 3 ans pour la location nue, alors que le meublé, c'est 1 an. Donc et déjà... en plus, quand vous devez récupérer le bien, vous devez justifier d'une récupération, soit pour vendre, soit pour l'occuper. Pour la location nue, oui, exactement. Tout à fait. Donc, oui. on est dans un système qui est comme un carcan beaucoup plus important. Après, en termes de fiscalité pure, là encore, il va falloir faire des simulations et des comparatifs entre une location nue et une location meublée où vous allez pouvoir être en loueur meublé professionnel ou non professionnel, pouvoir amortir ou pas amortir, être au micro-foncier d'un côté, au micro-bic de l'autre côté. Donc, on arrive à des technicités qui font qu'à mon sens, il faut vraiment faire un comparatif avec son notaire, avec son professionnel du chiffre, son expert comptable, pour faire une simulation qui dépend également des revenus de Sybille. Hein. Tout ça est à prendre en considération. Prendre en considération effectivement aussi le fait que les loyers dans une location meublée est plus élevé que sur une location nue, mais vous avez un turnover qui est plus important en location meublée, ce qui veut dire si toutes les années il faut retrouver un nouveau locataire. Location nue pendant 3 ans, vous êtes tranquille. A priori, vous êtes tranquille, mais voilà, c'est évidemment à prendre en compte. C'est très important, en tout cas le 15e arrondissement. Oui, le 15e arrondissement qui a pris 12% de hausse en l'espace de 5 ans. Voilà, on sait que le marché parisien explose littéralement. Question suivante, alors, c'est Nicolas. Alors là, Nicolas, alors Nicolas n'est pas le seul. On a énormément de questions dans le domaine. Des vices cachés ont été découverts après l'achat de notre appartement. Quel est le recours possible? Les vices cachés à chaque fois. Les vices cachés. Alors. Les vices cachés. Alors, je dirais que ce qui est important, c'est de définir ce qu'est un vice caché. Un vice caché, c'est un vice qu'on n'a pas vu au moment où on a signé la vente, et c'est un vice qui est caché de la part du vendeur. Autrement dit, le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il connaissait le vice et il l'a sciemment caché à son acquéreur. Donc, pour que Nicolas
puisse se retourner contre son vendeur, il faut d'une part qu'il rapporte la preuve que le vice n'était pas évident, qu'on ne pouvait pas ne pas le voir quand on achetait, et d'autre part que son vendeur était de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il avait caché ce vice. Ce n'est qu'à ces deux conditions qu'il va pouvoir... Prouver la mauvaise foi du voilà, vendeur, ça c'est vraiment... très compliqué. Alors, petite remarque, c'est si son vendeur est un professionnel de l'immobilier, là, par contre, je dirais que pour Nicolas, c'est un peu du velours. Là, il n'a pas toutes ces preuves à rapporter pour pouvoir être indemnisé. Très bien. Et puis, on va prendre une question qui arrive là. C'est une question de Fred. Une fois la vente achevée, après combien de temps perçoit-on le versement de la vente suite à une succession? J'imagine que c'est très variable ça, mais bon. Alors, répondre à Fred là. Alors, normalement, si Fred est vendeur, normalement, le prix de vente, il va le recevoir immédiatement. C'est-à-dire que le notaire, le jour de la signature, a en sa comptabilité le prix de vente et le virement se fait normalement automatiquement le jour de la signature. Alors si Fred est dans le cadre d'une succession, j'imagine qu'il a des droits de succession à payer et son notaire déduira du prix de vente les droits de succession et il va recevoir indisponible avec une défalcation des droits de succession. Très bien, c'est très clair. Eh bien voilà, Barbara, une fois de plus, a été extraordinaire, très clair, très pratique, pédagogue, exactement ce que l'on vous promet chaque semaine ici avec un expert, une experte ici en plateau pour répondre à vos questions. On ne peut pas répondre à tout le monde, comme je vous le disais tout à l'heure, on va sans doute mettre en place un forum pour essayer de répondre là au plus grand nombre possible. En tout cas, merci à vous, merci de votre fidélité, un grand merci à Maître Barbara Thomas-David. Un grand merci pour votre accueil. Merci à vous, on vous reverra bientôt avec les notaires aussi du Grand Paris, nos partenaires. Et la semaine prochaine, alors on évoquera les crédits immobiliers avec un spécialiste dans le domaine. Je ne vous en dis pas plus, ce sera une belle surprise. En attendant, bonne journée, bon week-end à tous et à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.